Il y a des finales qui se jouent sur un but, et puis il y a celles qui se jouent sur un silence. Un silence pesant, étrange, presque irréel, quand tout un stade, tout un continent retient son souffle et se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc n'a pas seulement livré un vainqueur, elle a ouvert un débat profond, dérangeant et nécessaire. Parce que, au-delà du trophée soulevé, au-delà des célébrations sénégalaises, ce match a laissé une trace, une sensation de malaise, un goût d'inachevé. Et surtout, une question centrale, est-ce que le football est vraiment sorti gagnant de cette soirée? Edouard Mendy l'a dit avec calme, presque avec sagesse, pas à chaud, avec le recul de celui qui sait que les émotions passent, mais que l'histoire reste. Il a rappelé l'attente marocaine, plus de 50 ans sans ce trophée. Il a reconnu la force du Maroc, son parcours, son sentiment de légitimité. Et pourtant, il a conclu par une phrase lourde de sens. Ce soir, on célèbre le Sénégal. En face, Walid Regragui, visage fermé, voix contenue, n'a pas cherché d'excuses. Il a parlé de déception pour son public, pour ses joueurs, pour ce penalty à la dernière minute qui fait croire l'espace d'un instant que la victoire est là avant que le football ne vous rattrape. Mais surtout, il a lâché ces mots. L'image du football africain a été abîmée. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce que ce que Regragui pointe du doigt, ce n'est pas seulement une décision arbitrale, ce n'est pas un penalty sifflé ou non sifflé, c'est un climat. Un enchaînement de tensions, de polémiques, de scènes confuses qui ont accompagné cette CAN du début à la fin et qui ont explosé dans cette finale. Il y a ce moment clé, ce fait de match. Après le penalty accordé au Maroc, une partie des joueurs sénégalais quittent la pelouse sans autorisation, encouragés par leur sélectionneur. Selon le règlement, c'est clair. Quitter le terrain sans l'accord de l'arbitre expose à un avertissement. Et pour certains joueurs déjà avertis, cela aurait dû signifier une expulsion, donc l'absence en prolongation. Mais rien ne se passe. L'arbitre observe, il ne parle pas, il ne tranche pas. Il attend comme figé, comme si le match était en pause, sans que personne ne sache vraiment qui en a le contrôle. Et c'est là que le malaise s'installe. Parce que dans ces moments-là, normalement, tout est codifié. L'arbitre, ses assistants, les délégués, les entraîneurs, une discussion rapide, des règles rappelées, des conséquences annoncées. Et on repart. Là, non, le flot total. Alors forcément, après le match, la question surgit. Le vrai scandale de l'arbitrage n'est-il pas là? Pas dans le penalty, mais dans ce qui n'a pas été sanctionné. Et ce débat dépasse très vite cette finale. Certains parlent du football africain, d'autres répondent non, c'est le football tout court, partout, à tous les niveaux. Avec un arbitrage de plus en plus sous pression, de plus en plus dépendant de la VAR, de moins en moins maître de ses décisions sur le terrain. Un ancien entraîneur me disait un jour, avant on contestait une erreur humaine, aujourd'hui on conteste un système censé être juste. Et c'est exactement ce qui s'est joué ce soir-là. Parce que, quelle que soit l'issue, quel que soit le vainqueur, une partie du public repart avec l'impression que quelque chose a été faussé. Les Marocains penseront aux sanctions oubliées. D'autres diront que le Sénégal a cassé le rythme. Et si le penalty avait été marqué, certains auraient parlé d'un Maroc favorisé tout au long de la compétition. C'est le piège absolu. Personne ne sort totalement apaisé. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une image résiste. Une seule. Celle qui, paradoxalement, restera peut être plus que toutes les polémiques. Dans la suite, on va voir pourquoi, malgré tout ce qui s'est passé, cette finale restera associée à un homme, à un geste et à une forme de dignité qui dépasse le résultat. Et au milieu de ce tumulte, il y a une image qui traverse l'écran comme un contre-jour. Une image presque simple, presque silencieuse, celle de Sadio Mané. Parce que si on met tout de côté, les débats, les règlements, les ralentis, les interprétations, ce qui reste, c'est pas l'arbitre, c'est pas la VAR, c'est même pas la polémique. Ce qui reste, c'est lui. Mané, c'est le visage du Sénégal ce soir-là, le joueur décisif, le leader, celui qui assume, celui qui gagne, mais surtout celui qui, après coup, trouve les mots pour dire « je m'excuse pour le football ». Et ça, ce n'est pas anodin. Quand un sélectionneur ou un joueur qui vient de gagner une finale prend la parole pour s'excuser, ce n'est jamais un réflexe de communication. C'est un aveu, une lucidité, presque une forme de regret. Parce que oui, gagner facilite toujours les excuses. Mais encore faut-il avoir la grandeur de les formuler. Beaucoup l'ont souligné, si le penalty avait été transformé, est-ce que ces mots auraient existé? On ne le saura jamais. Mais le simple fait qu'ils aient été prononcés compte, parce qu'ils reconnaissent que quelque chose n'était pas normal, que ce quart d'heure irréel où le match semblait suspendu n'aurait jamais dû exister. Et là-dessus,
le débat devient presque philosophique. Est-ce qu'on juge l'entraîneur ou l'homme? Est-ce qu'on analyse une stratégie de tension ou une réaction émotionnelle dans un moment extrême? Un coach, dans une finale continentale, sous pression maximale, peut-il toujours garder le contrôle? Peut-il empêcher un mouvement de foule quand l'injustice est ressentie, même si elle n'est pas forcément réelle? C'est facile à juger depuis un plateau télé. Beaucoup moins depuis un banc, à quelques minutes d'un titre. Ce qui est sûr, c'est que cette séquence aurait pu coûter très cher au Sénégal, un abandon de terrain, et c'était une défaite sur tapis vert, une erreur de gestion qui aurait transformé une victoire historique en catastrophe absolue. Et ça aussi, Mané en est conscient. D'où ces mots, courtes, simples, mais lourds. En face, il y a le Maroc. Et là aussi, il faut sortir de la caricature. Parce que cette équipe n'est pas sortie par la petite porte. Elle a montré du jeu, de la maîtrise, de la personnalité. Elle a eu ses moments. Et surtout, elle a incarné une frustration immense, celle de toucher la victoire du doigt et de la voir s'échapper. Le symbole, c'est Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi, décisif tout au long de la compétition. Et ce penalty, cette panenka, tenté dans un contexte de tension extrême qui restera dans toutes les mémoires, peu importe qu'on aime ou non le geste, peu importe la réglementation. Ce moment est gravé. Comme l'est aussi la performance de Yassine Bounou, monumentale dans les cages marocaines, un gardien qui a tenu son équipe à bout de bras, match après match, et qui repart sans trophée, mais avec le respect de tous. C'est ça aussi, le drame des finales. Elle résume parfois une compétition entière en une image, et cette image pour le Maroc est cruelle. Alors quand Walid Regragui parle de climat malsain, il ne parle pas uniquement d'arbitrage, il parle de tout ce qui entoure le match, les soupçons, les débats permanents, la pression médiatique. Cette sensation que chaque décision devient un procès, que chaque match est une polémique potentielle. Et là-dessus, beaucoup le rejoignent. Pas parce que le football africain serait inférieur, mais parce qu'il est constamment sommé de se justifier, comme s'il devait toujours prouver qu'il est capable d'organiser, d'arbitrer, de gérer sans déraper. Certains disent qu'il aurait dû parler du football en général, pas seulement du football africain, et ils n'ont pas tort. Le problème est global. La gestion de l'arbitrage est en crise partout. La VAR, censée apporter la justice absolue, a parfois créé plus de confusion que de clarté. Deux pilotes dans l'avion, une perte d'instinct, une déresponsabilisation progressive, mais dans le feu de l'instant, Regragui parle avec ses tripes, avec sa colère, avec sa déception. Il parle de la CAN, de sa CAN, de cette finale qu'il vient de perdre. Et humainement, c'est compréhensible. Alors passons maintenant à une question essentielle. Comment une finale aussi intense, aussi riche sportivement, peut-elle être à ce point éclipsée par tout ce qui se passe autour? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudra surveiller à l'avenir pour éviter que ce type de scénario ne se reproduise? Dans la suite, on va entrer dans la lecture plus froide du match, des mécanismes et des leçons que cette finale laisse au football, bien au-delà du Sénégal et du Maroc. Si on prend maintenant un peu de hauteur, si on sort de l'émotion brute de cette finale, une chose saute aux yeux. Le match n'a pas seulement été mal géré dans ses décisions, il a surtout été mal piloté. Parce que le problème ce soir-là n'est pas tant de savoir s'il y avait pénalty ou non. Là-dessus, chacun aura son interprétation. Le vrai sujet, c'est la gestion du chaos. La capacité ou l'incapacité à reprendre le contrôle quand le football bascule dans une zone grise. Dans ces moments-là, l'arbitre n'est plus seulement un juge, il devient un chef d'orchestre. Et c'est précisément là que tout a déraillé. Quand les joueurs quittent la pelouse, quand les bancs s'agitent, quand les entourages envahissent l'espace, le protocole doit être clair, immédiat, implacable. On explique, on avertit, on sanctionne si nécessaire. Et surtout, on coupe court. Plus ça dure, plus l'autorité se dilue. Or là, le quart d'heure qui s'écoule est presque irréel. L'arbitre est seul, isolé, observateur, plus qu'acteur. Il n'impose rien, il attend que la tempête passe. Et dans un stade plein, sous tension maximale, c'est le pire scénario possible. C'est exactement ce que dénoncent plusieurs analystes. Aujourd'hui, les arbitres sont entourés d'outils, de protocoles, d'assistance vidéo, mais paradoxalement, ils sont souvent plus seuls que jamais. Parce qu'ils savent que, à la moindre décision forte, ils seront disséqués, ralentis, contestés, accusés. Et ça change leur comportement. On le sent. Moins d'instinct, moins de leadership, plus de prudence, trop de prudence. C'est un peu comme une équipe qui joue pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. À force de vouloir éviter l'erreur, on crée le désordre. Et ce désordre a des conséquences très concrètes sur le terrain. D'abord sur le rythme du match. Cette longue interruption casse tout, la concentration, la dynamique, les automatismes. Quand on reprend, on joue plus vraiment la même finale.
Les corps sont froids, les têtes sont ailleurs et dans ce contexte, chaque action devient plus lourde, plus tendue. Ensuite, sur les joueurs eux-mêmes. Certains entrent en prolongation avec la sensation d'avoir été lésés, d'autres avec le sentiment d'avoir frôlé la catastrophe. Et au milieu, il y a ceux qui doivent tirer un penalty, défendre un centre, faire un choix en une fraction de seconde. Avec tout ce poids mental accumulé, c'est là qu'on comprend pourquoi cette finale laisse autant de traces. Pas parce qu'elle a été volée, pas parce qu'elle a été truquée, mais parce qu'elle a été dénaturée. Et c'est aussi pour ça que, malgré la victoire sénégalaise, malgré la joie légitime, beaucoup parlent d'un succès qui ne fera jamais totalement l'unanimité. Non pas à cause du niveau du Sénégal, qui est une très belle équipe, solide, expérimentée, mais à cause de tout ce qui a entouré ce succès. Côté marocain, la frustration est immense et elle ne se limite pas aux résultats, elle touche à la perception, à cette impression que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils montrent, il y aura toujours une polémique au-dessus de leur performance. Côté sénégalais, il y a la conscience d'avoir flirté avec la ligne rouge, d'avoir gagné, oui, mais en ayant laissé planer un doute. Et dans le football de haut niveau, le doute est parfois plus lourd à porter qu'une défaite nette. Alors que faut-il retenir froidement de cette finale? D'abord que le football moderne est entré dans une ère paradoxale. Jamais les matchs n'ont été aussi analysés, aussi encadrés, aussi technologisés. Et pourtant, jamais la contestation n'a été aussi forte. Comme si plus on cherchait la justice parfaite, plus on révélait les failles humaines. Ensuite, que la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur l'arbitre central. Il y a tout un écosystème autour, instances, délégués, assistants, protocoles. Quand tout cela ne fonctionne pas ensemble, c'est le jeu qui trinque. Enfin, que cette finale restera comme un cas d'école. Un exemple à étudier, non pas pour pointer du doigt, mais pour comprendre. Comprendre comment éviter qu'un match aussi important ne bascule dans la confusion. Comprendre comment redonner de la clarté, de l'autorité et du sens à l'arbitrage. Dans la suite, on va se projeter, voir ce que cette finale dit de l'avenir, des ajustements possibles, des signaux à surveiller dès les prochaines compétitions. Et surtout, comment, en tant que spectateur averti, on peut lire différemment ce type de match sans tomber dans le piège des réactions à chaud. Si on se projette maintenant, cette finale pose une question simple, presque brutale. Comment éviter que le football ne se fasse voler la vedette par ce qui l'entoure? Parce que ce match aurait dû être un sommet, deux nations majeures, deux projets solides, deux visions du football africain moderne. Et au lieu de ça, une grande partie du débat s'est déplacée ailleurs. Sur l'arbitre, sur la VAR, sur le règlement, sur ce quart d'heure irréel qui a tout englouti. Pourtant, il y a des signaux très clairs à retenir et ils valent pour toutes les compétitions à venir. Le premier, c'est le signal d'alerte émotionnelle. Quand un match commence à se tendre dès les premières contestations, quand les bancs s'agitent plus que les joueurs, quand chaque coup de sifflet devient une provocation, on sait que le terrain devient secondaire. Et dans ces moments-là, la gestion est plus importante que la décision elle-même. Le deuxième, c'est le signal de rupture du rythme. Une finale se gagne souvent sur des détails. Une transition, un appel, une seconde de retard. Quand le jeu est coupé trop longtemps, ce ne sont plus les équipes qui contrôlent le tempo, mais le contexte. Et là, tout peut basculer sur un geste isolé, un penalty, une frappe, une erreur. Le troisième, c'est le signal psychologique. Regardez les visages, les regards, le langage corporel. Une équipe qui doute de l'équité du cadre ne joue plus libérée. Une équipe qui sent qu'elle a frôlé la sanction joue avec la peur. Et dans une finale, la tête pèse parfois plus lourd que les jambes. C'est aussi pour ça que, paradoxalement, ce sont souvent les leaders silencieux qui font la différence. Ceux qui ne crient pas, ceux qui ne gesticulent pas, ceux qui continuent à jouer, à se replacer, à parler à leur partenaire. Ce soir-là, ce type de comportement a compté. Alors, qu'est-ce que cette CAN nous apprend vraiment? Qu'il faut arrêter de penser que le problème se résume à une compétition, un continent ou un match. Le chantier est global. Il concerne la place de l'arbitre, l'usage de la technologie, la pression médiatique et surtout notre manière de consommer le football. Parce qu'à force de tout juger à l'instant, de tout découper en polémique, on oublie parfois l'essentiel. Le jeu, les joueurs, les parcours, les histoires humaines. Le Sénégal n'a pas volé son titre, le Maroc n'a pas démérité, les deux peuvent être vrais en même temps et c'est précisément cette nuance qui manque souvent dans les débats à chaud. Pour nous, supporters, passionnés, observateurs, il y a presque un petit plan d'action à retenir après ce genre de match. Revoir les séquences à froid, pas seulement les ralentis polémiques, analyser le contenu global, pas une seule décision.
distinguer l'erreur humaine du dysfonctionnement structurel. Accepter que le football ne sera jamais parfaitement juste, mais qu'il peut être mieux géré. Et surtout, ne jamais tomber dans la haine, ni contre les arbitres, ni contre les équipes, ni contre les supporters adverses. Le football mérite mieux que ça, parce qu'au final, ce que l'histoire retiendra vraiment, ce ne sont pas les débats de plateau. Ce sont les visages, les émotions, les images fortes, un trophée soulevé, une déception immense, et cette phrase simple, presque humble, « Je m'excuse pour le football ». Si cette analyse t'a aidé à voir cette finale autrement, à prendre du recul, à comprendre les mécanismes derrière le chaos, alors pense à t'abonner, à liker et surtout à partager ton point de vue en commentaire. Le débat est sain quand il est argumenté. Et dans la prochaine analyse, on se penchera sur un autre match où le contexte a presque pris le dessus sur le jeu, mais où le terrain a fini par parler.